Elle m'a mis près de la cuisine. C'est là que je regardais mon fils se marier à travers une porte battante à côté d'un plateau de crevettes. J'ai couvert le mariage. Chaque fleur, chaque chaise. Mais lorsque la cérémonie a commencé et que les gens ont commencé à faire des discours, je n'étais pas inclus. Pas même un tout petit peu. J'ai souri, je n'ai rien dit, et après que le dernier morceau de gâteau ait été servi, j'ai tout détruit en 3 coups de téléphone. Abonnez-vous si cette histoire vous parle et dites-moi d'où vous regardez dans le monde. Il n'y avait pas de carte, pas d'étiquette nominative, pas de couvert, pas de bonjour amical, juste une chaise pliante avec une serviette en papier jetée dessus. C'est là qu'ils m'ont mis, coincé entre une pile de plateaux sales et un chariot dont la roue bancale grinçait à chaque fois que quelqu'un le déplaçait. Je restai là quelques instants, clignant lentement des yeux. L'odeur de la sauce tomate emplissait l'air, lourde et amère, collant à la vapeur venant de la cuisine. J'ai senti la chaleur des fours se presser contre mes épaules et quelque chose au plus profond de moi s'est retourné. J'ai regardé ce que je portais, du tissu violet clair, cousu à la main. J'avais passé 3 heures au salon ce matin-là. 3 heures à penser que cette journée signifierait autant pour moi que pour eux. Mais personne ne me l'a dit. Personne n'a dit, nous avons modifié le plan des sièges. Personne ne m'a même regardé quand je suis entrée, pas même Ryan. Il était trop occupé à sourire, à réparer ses boutons de manchette, à laisser sa mère l'embrasser sur la joue comme si c'était elle qui l'avait élevé. Comme si c'était elle qui restait assise toute la nuit alors qu'il n'arrivait pas à dormir à cause de mauvais rêves. Comme si c'était elle qui faisait des heures supplémentaires quand il avait besoin d'un appareil dentaire et que je ne pouvais pas payer le loyer et réparer ses dents en même temps. Je tenais mon petit sac à main en cuir beige, celui qu'il m'avait offert il y a des années pour la fête des mères, alors qu'il m'appelait encore maman. Mes mains tremblaient. Je pouvais le sentir dans mes poignets. Un léger tremblement comme de l'électricité essayant de s'échapper par mes doigts. Le responsable de la restauration, un jeune homme d'accent grave peine 20 ans, sourit maladroitement. Ils m'ont dit que vous étiez censée rester ici, madame. La mariée ne voulait pas de visuel incompatible avec le thème. Je l'ai regardé. Thème. Il avait l'air mal à l'aise en jetant un coup d'œil aux portes battantes. Le bord métallique a de nouveau percuté le mur avec un grand bruit. Des rires affluèrent depuis la salle principale, suivis d'une vague de musique, comme pour le flux visuel des photos et tout ça. Je m'assis lentement. La chaise gémit sous moi. Il y avait une tache sombre sur le sol, sous mes pieds. De la sauce, peut-être. Mes chaussures collaient un peu lorsque je les bougeais. J'ai regardé mes ongles fraîchement peints en rose tendre, puis la poitrine de poulet froide que quelqu'un avait placée devant moi sur une assiette blanche ébréchée. Le pire, c'est que je n'ai pas dit un mot. Pas un seul mot. Parce que c'était son jour spécial. Parce que je me suis dit, ne gâche pas ça pour lui. Ne sois pas ce genre de mère. Parce que j'avais tout payé, et je pensais toujours que c'était important. J'ai sorti le programme que quelqu'un m'avait donné à l'église. Écriture fantaisie sur papier de couleur crème. Mon nom n'était mentionné nulle part. Son père l'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Sa mère a porté le toast d'ouverture. J'étais juste le portefeuille, le fantôme dans la cuisine, la femme dont personne ne voulait dans le cadre. La porte s'ouvrit à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil rapide au lustre, au groupe qui s'échauffait, à la première danse, Ryan et Jessica tournant sous une chaude lumière dorée. Il ne m'a pas regardé une seule fois. J'ai pressé ma serviette contre mes lèvres, faisant semblant d'essuyer quelque chose qui n'était pas là. Mes yeux me piquaient. Je me suis dit que c'étaient les oignons de la cuisine. La vapeur, la chaleur, pas la trahison. Mais c'était Dieu. Et quelque part au plus profond de moi, quelque chose craqua doucement, comme une fine ligne dans du verre. Vous ne le voyez pas jusqu'à ce que tout se brise. J'ai regardé le mur devant moi. Il y avait de la peinture écaillée derrière un extincteur. Je l'ai regardé si fort que j'ai pensé que je pourrais y faire un trou. Cet endroit est devenu mon point d'ancrage.
La seule chose qui me tenait debout devant un serveur transportant des choux au crabe. Parce que si je le laissais sortir, si je commençais à pleurer, je ne savais pas si j'arrêterais un jour. J'ai pris une longue inspiration, puis une autre. Le poulet dans mon assiette était devenu froid. Je ne l'ai pas mangé. Au bout d'un moment, quelqu'un a sorti un dessert. Je n'y ai pas goûté, j'ai juste regardé les couches de blanc et d'or, ses couleurs, sa vision parfaite. Et puis j'ai passé l'appel. C'était rapide, direct. Je n'avais pas besoin de m'expliquer. Juste 3 annulations simples. Les fleurs pour le brunch de demain, la seconde moitié du paiement du groupe et le bar ouvert qui était censé durer jusqu'à minuit. Ma voix était ferme, calme, contrôlée et quand j'ai raccroché, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Je n'ai pas ressenti de regret. J'ai ressenti la première étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pouvoir. J'ai de nouveau regardé mes mains, qui ne tremblaient plus, mon cœur ne battait plus. Juste un bourdonnement silencieux comme un moteur qui redémarre. La porte s'ouvrit à nouveau. Un autre éclair de lumière, de rire, de la célébration dont j'ai été tenu à l'écart. Qu'ils lèvent leur verre sans moi. J'avais mes propres projets maintenant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas une seconde. J'étais allongé dans ce lit d'hôtel raide, toujours vêtu de ma robe, regardant le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus de moi comme s'il risquait de se détacher et de tomber sur ma poitrine. Une partie de moi le souhaitait. Je pouvais encore sentir la graisse de cuisine dans mes cheveux. Le parfum des roses chères mélangé à l'odeur aigre de ma propre sueur. La honte colle à ma peau comme une autre couche. À un moment donné, j'ai enlevé mes chaussures. Mes pieds étaient enflés. Ils avaient fait mal pendant toute la réception, mais je n'avais pas osé les enlever. J'avais besoin d'avoir l'air décent, même dans la cuisine. Il était environ 3 heures du matin lorsque je me suis levée. L'horloge numérique brillait en rouge. Mon téléphone sonna encore sur la table de nuit. Je ne l'ai pas vérifié. Je savais déjà ce qu'il y avait là. Des appels manqués de Ryan, de Jessica, un texto de ma nièce qui disait « Que s'est-il passé ?» Tout le monde panique. J'ai ouvert la feuille de calcul du budget de mariage sur ma tablette. Je le gardais soigneusement depuis plus d'1 an. Je connaissais chaque centime, chaque changement, chaque amélioration, chaque chose supplémentaire que Jessica demandait, toujours avec un sourire serré. Et ce mot, elle l'utilisait comme une arme enveloppée de soie. Raffiné. Linda, nous voulons juste quelque chose d'un peu plus raffiné. C'est ainsi que j'ai fini par accepter des invitations manuscrites d'un vendeur Etsy spécialisé du Vermont. C'est ainsi que le lieu est passé de la salle paroissiale communautaire à une grange rénovée avec des lustres et de vieux fûts de whisky. C'est ainsi que le bar ouvert a ajouté un menu de boissons personnalisées, et que le gâteau est passé de 2 étages à 5. J'ai tout payé. Personne n'a proposé de partager le coût. Ni Ryan, ni ses parents. Et je n'ai jamais demandé parce que je voulais qu'il ait tout ce que je ne pouvais pas me permettre lorsque je l'élevais seul. J'ai fait défiler les transactions. Mon souffle s'est arrêté quand je les ai vues. 2 accusations que je n'ai jamais approuvées ont été déposées quelques jours seulement avant le mariage. Onglet de bar d'un événement de dégustation. Surclassement du dîner de répétition générale. Même restaurant où ils m'ont encore assis au fond, près de la cuisine. Mon estomac se tordit. J'ai vérifié la carte. Ma carte utilisée sans rien demander. Et puis j'ai vu la note qu'elle a laissée sur Venmo à l'une de ses demoiselles d'honneur. Sa mère couvre tout. Autant aller grand. Ambiance de mariage. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Je n'ai rien ressenti. Cet étrange rien lourd qui vient après trop de douleur. Comme si mes entrailles étaient devenues engourdies. Comme si mes nerfs s'étaient repliés pour se protéger. J'ai tendu la main et j'ai allumé la lampe. La lumière me faisait mal aux yeux. Je me dirigeais vers le miroir au-dessus de la commode. Mon reflet m'a choqué. Il y avait du mascara sous mes yeux.
Les lignes douces de ma bouche s'étaient durcies en quelque chose que je ne reconnaissais pas. Mes cheveux étaient plats, un côté pressé contre l'oreiller. J'avais l'air de quelqu'un qui aurait vieilli de 10 ans en une nuit. Mais ensuite, quelque chose a changé. J'ai lissé mes cheveux en arrière, je me suis lavé le visage, je me suis assis au bureau et j'ai ouvert mon courrier électronique. J'ai écrit 3 messages. Un chez le fleuriste. Veuillez annuler la livraison le dimanche. Le paiement restant est retenu. Merci. Un au groupe. En raison de changements dans le calendrier de l'événement, nous n'aurons pas besoin de la deuxième représentation. Veuillez considérer l'affaire comme close. Un au vendeur du bar. Nous réduisons les services de post-réception. Veuillez annuler le deuxième quart de travail. Ne traitez pas le solde restant. Tous étaient polis, tous professionnels, mais définitifs. C'était presque le lever du soleil lorsque j'ai appuyé sur envoyer, et lorsque le ciel extérieur est passé du noir au bleu foncé, j'ai fermé ma tablette, je me suis assis sur le lit, j'ai écouté le bourdonnement silencieux de la climatisation et, pour la première fois depuis des mois, je me suis senti à nouveau moi-même. Je n'étais pas en colère, pas encore. Mais j'avais fini. C'est fait pour être pratique. Fini le portefeuille. C'est fait après coup. Laissez-les comprendre. Laissez-les paniquer. Qu'ils se souviennent du moment où la musique s'est arrêtée, où le bar a fermé, où les fleurs ne sont jamais arrivées, et se demandent pourquoi. Et peut-être, juste peut-être, qu'ils se rappelleraient qui avait organisé ce mariage en premier lieu. La femme dans la cuisine, celle dont ils ne voulaient pas sur les photos. La musique résonnait à travers le mur comme un battement de cœur lointain. J'étais assis là dans cette chaise pliante avec une assiette d'entrée froide et un soda light provenant de la glacière du traiteur et j'ai essayé de ne pas écouter, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Chaque rire, chaque acclamation, chaque tintement de verre, tout revenait par la porte battante comme un cruel rappel de l'endroit où je n'étais pas. J'entendais quelqu'un porter un toast. Voix masculine, probablement celle de son père, ou peut-être celle du témoin de Ryan. Je me penchai légèrement en arrière, juste assez pour voir à travers la fente de la porte. Ils étaient là, alignés devant cette ridicule arche florale pour laquelle j'avais payé $3000. Des chaises dorées, des bougies flottantes, une enseigne au néon personnalisé qui disait « L'avenir est éternel » avec une écriture en boucle. J'ai reconnu les voix même si je ne pouvais pas voir les visages. La mère de Jessica, Carole, avec son ton faussement doux. « Oh mon Dieu, Ryan, tu es juste l'homme le plus gentil du monde. Jessica a tellement de chance. » Puis le rire. Acclamation. Je me suis figé. Là, assise à la table d'honneur, se trouvait Carole, enveloppée dans un tissu bleu marine, recouverte de perles comme si elle était née dans la richesse, ce qui n'était pas le cas. Elle ne m'avait rencontré que 3 fois avant le mariage. Je ne m'ai jamais posé de questions sur ma vie, je ne m'ai jamais remercié pour les paiements, je n'ai même jamais proposé de m'aider à payer quoi que ce soit. À côté d'elle, le père de Jessica, agissant comme un roi. Grand rire bruyant. Le même homme qui m'a dit lors du dîner de répétition « Nous admirons vraiment votre force. » Élever Ryan tout seul a dû être difficile. Force. Comme si j'avais escaladé une montagne, sans avoir travaillé des années en tenue de travail pour que mon enfant puisse avoir une vie sans objet de seconde main. Et il y avait Ryan. Mon Ryan, souriant comme un étranger, assis entre ses parents comme s'il leur avait toujours appartenu. J'ai cherché ma propre famille. Ma sœur Maria était assise 2 rangées en arrière, à côté de notre cousine Lisa. Aucun d'eux ne regarda vers la cuisine. Personne ne l'a fait. Je ne faisais pas partie du spectacle. J'étais un problème résolu par une chaise à l'arrière et une porte qui se fermait. Quelqu'un m'a frôlé, un serveur, une jeune femme, probablement à l'université. Elle jeta un coup d'œil à mon assiette et sourit, maladroite et coupable. « Tu veux une recharge ou quoi que ce soit ?» Je secouai la tête. Je vais bien, mais ce n'était pas le cas. Mon Dieu, je ne l'étais pas.
Chaque centimètre de mon corps me faisait mal, mes pieds, mes épaules, ma mâchoire si serrée qu'elle palpitait derrière mes yeux. Mon cœur était lourd dans ma poitrine, comme un morceau de quelque chose de pourri qui ne voulait pas bouger. J'ai regardé l'assiette. 3 olives, une tranche de fromage, un triste petit triangle de pain grillé. Je n'avais pas mangé depuis le petit déjeuner, mais je ne pouvais pas me résoudre à mettre quoi que ce soit dans ma bouche. Mon ventre était serré, ma gorge serrée. J'ai pensé au plan de salle. J'avais demandé gentiment à Jessica il y a des semaines. As-tu trouvé où je serais assis? Elle sourit. Serré, lumineux. Nous travaillons toujours sur tout. Ne t'inquiète pas, Linda. Vous serez inclus. J'aurais dû le savoir. Je le savais. Quelque part au fond de moi, je savais que j'étais gérée. Déplacée comme un accessoire. Invitée pour le chéquier, tolérée pour les apparences, mais jamais vraiment voulue. Le pire, c'est que j'ai dit oui à tout. Je les ai laissés grignoter mon rôle, un petit compromis à la fois. Pas de discours de ma part, pas de danse mère-fils parce qu'ils disaient que ce serait gênant. Pas de photos avant la cérémonie, aucune mention dans le programme, juste une place en cuisine. J'ai entendu Ryan rire à nouveau. Ce rire profond et grondant qu'il avait quand il était enfant quand je le poursuivais à travers l'arroseur de notre jardin. Le même rire que je n'avais pas entendu contre moi depuis des années. J'ai senti quelque chose monter dans ma poitrine. Pas de tristesse, pas de déception, pas de rage, une rage calme, contrôlée et dévastatrice. Je me suis levée, j'ai marché vers la porte battante, j'ai posé ma main sur le rebord et j'ai poussé légèrement, juste assez pour regarder à nouveau. J'ai croisé les yeux de Jessica. Elle m'a vu. Elle savait où j'étais, savait ce qu'elle avait fait, et elle a souri, pas pour s'excuser, pas nerveusement, mais calmement, avec confiance, comme si c'était naturel, comme si j'étais exactement à ma place. Elle se tourna vers ses demoiselles d'honneur, rejeta la tête en arrière et rit. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un oubli. C'était exprès. Il l'avait prévu, choisi. Elle ne voulait pas de moi là-bas. Et Ryan l'avait laissé faire. Ils l'avaient tous les deux fait. Et juste comme ça, quelque chose en moi a changé. Pas cassé. Non, pas cette fois. Repositionné. Ma place dans leur vie avait changé. Et j'avais fini de faire comme si je ne l'avais pas vu. Laissez-les avoir leur place. Laissez-les boire leur champagne. Ils pensaient que j'étais invisible. Ils n'avaient aucune idée de ce que je pouvais emporter. Le toast a commencé alors que j'étais encore près de la porte de la cuisine. Quelqu'un avait tamisé les lumières du hall principal. Je pouvais voir la lueur des guirlandes lumineuses au-dessus et le scintillement doré des assiettes de chaque table. Le microphone a crié une fois, puis la voix de son père a résonné dans la pièce comme un animateur de jeu télévisé. À notre fille Jessica et à son nouveau mari parfait, Ryan. Des acclamations ont éclaté. J'ai pris du recul. La cuisine derrière moi était chaotique. Des plateaux métalliques claquent, des voix s'élèvent. Un serveur se dispute à propos de l'assiette sans gluten de la table 12. Je me suis déplacée sur le côté, m'appuyant contre le mur. Le plâtre était froid dans mon dos. L'odeur de l'ail et de l'huile chaude flottait dans l'air. De l'autre côté de la porte, son père continuait son chemin. Quand Jessica était petite, elle nous disait qu'elle voulait un conte de fées, un prince, un château et une fin heureuse. Eh bien, chérie, aujourd'hui tu l'as. Encore des applaudissements. Mon souffle se coupa. Il n'était jamais là quand Ryan était petit. Je ne m'ai jamais vu vomir proprement sur le sol de la salle de bain à 2 heures du matin. Je ne m'ai jamais vu recoudre des boutons sur son uniforme scolaire. Il n'a jamais parcouru des kilomètres sur des routes verglacées juste pour l'emmener à un tournoi d'échecs. Mais aujourd'hui, ils étaient en train de réécrire l'histoire et j'avais été supprimée. J'ai de nouveau regardé mes mains. Mes doigts étaient tachés, la peau fine, légèrement tremblante.
La bouche d'aération froide au-dessus me faisait picoter les bras. Puis vint le tour de la mère de Jessica. Sa voix était sirupeuse, trop travaillée. Nous sommes très reconnaissants d'être rejoints aujourd'hui par tant de personnes qui aiment Jessica et Ryan. Et d'accueillir Ryan dans notre famille. Il est déjà comme un deuxième fils pour nous. Encore une bravo. Comme un deuxième fils. Pas un mot sur moi. Pas un mot sur la femme qui l'a élevé. Non, merci pour tout, Linda. Non, nous apprécions votre générosité. Non, cette journée ne serait pas possible sans elle. Rien. Je me suis mordu l'intérieur de la joue si fort que j'ai eu un goût de sang. J'avais mal aux pieds, mais je refusais de m'asseoir. Puis vint la partie que je redoutais, le discours du marié. Ryan s'est approché du micro. Il avait l'air radieux, une mâchoire forte, une attitude confiante, un costume sur mesure que j'avais aidé à payer. Je l'avais vu prendre sa première respiration dans une unité hospitalière. Maintenant, il se tenait là, grandi, rayonnant, un étranger. Je veux juste remercier tout le monde d'être ici, a-t-il déclaré. Sa voix était plus grave que dans mes souvenirs, polie comme s'il l'avait pratiquée devant un miroir. Je me sens tellement chanceux. Jessica, tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Et à votre famille, merci de m'accueillir comme la vôtre. Je me sens vraiment chez moi avec vous tous. Ma gorge s'est fermée. Et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette journée. Merci. Cela a été le jour le plus incroyable de notre vie. Mon nom n'a jamais été prononcé, pas une seule fois. J'avais payé la salle, la restauration, le photographe, le DJ, le linge de maison, l'enseigne lumineuse personnalisée. J'ai même payé la robe que portait Jessica alors qu'elle se tenait là, la main sur son bras. Et pourtant, je n'existais pas. Les serveurs applaudirent. Je n'ai pas bougé. Le groupe a repris. La piste de danse a commencé à se remplir. Quelqu'un m'a apporté une part de gâteau sur une assiette en plastique. Je l'ai regardé. Vanille fourrée à la framboise. Son préféré. Je n'aime pas la framboise. Je ne l'ai jamais fait. J'ai regardé la fine fourchette en or qu'ils m'ont donnée. Ma main était stable maintenant. Je me suis souvenu du moment où Ryan avait 10 ans et avait demandé un gâteau au chocolat avec des pépites. J'ai travaillé 2 journées supplémentaires rien que pour acheter celle de la boulangerie qu'il m'avait montrée dans la vitrine. Ses yeux s'illuminèrent quand il le vit. Il m'a serré si fort dans ses bras ce jour-là. Ce garçon était parti. À sa place, un homme qui n'a même pas pensé à me réserver une chaise. J'ai mis le gâteau de côté. J'ai attendu que la dernière bouchée du dessert soit servie, que les gens se lèvent, desserrent leur cravate, essuient le glaçage de leurs lèvres, jusqu'à ce que la musique atteigne son apogée parfaite. Puis je suis sorti de la cuisine, directement devant les serveurs, directement devant le bar, par la porte latérale. L'air extérieur était frais et calme, le genre de silence qui bourdonne dans vos oreilles. J'ai sorti mon téléphone. 3 appels, un au fleuriste, un au groupe, un au gérant du bar. Poli, direct, pas besoin d'explication. Au moment où je rentrais à l'hôtel, les roues tournaient déjà. Le brunch de demain est annulé. Le set de musique de fin de soirée a été retiré. Deuxième barman et carte de cocktail disparue. J'étais resté silencieux assez longtemps. Laissez-les profiter de ce qui reste. Laissez-les ressentir le décalage, l'absence. Laissez-les poser des questions. Je m'en fichais s'ils me traitaient de dramatique, mesquin, ingrat. Ils m'ont déjà effacé de l'histoire. Je n'ai fait que tourner la page. La chambre d'hôtel sentait la lotion à la rose et quelque chose de légèrement métallique. Peut-être le stress, peut-être ma peau. Je me suis assis les jambes croisées sur le lit. La couverture toujours parfaitement confectionnée sous moi. Intacte depuis mon arrivée il y a 2 nuits. Je n'avais pas pleuré, pas une seule fois. Mais quelque chose en moi était devenu froid. Pas gelé. Non,
Les choses congelées sont fragiles. Il craque. Je me durcissais, me fortifiais. Le soleil n'était même pas encore levé. J'ai attrapé mon sac à main et j'ai sorti mon téléphone. 6 appels manqués, 2 messages vocaux, une douzaine de messages. Ryan, où es-tu? Pourquoi le brunch est-il annulé? Maman, sérieusement, ce n'est pas drôle. Jessica, je ne comprends pas ce qui se passe. Êtes-vous d'accord? Veuillez répondre. C'est tellement enfantin. J'ai ri doucement. Juste une bouffée d'air par le nez. Puéril. J'ai rouvert l'application bancaire. Mes doigts bougeaient avec la mémoire musculaire de quelqu'un qui tenait un chéquier tous les dimanches pendant 3 décennies. Les accusations étaient toujours là, non autorisées, arrogantes. La mariée, ma nouvelle belle-fille, avait utilisé ma carte pour une tournée des bars et une journée spa avec ses demoiselles d'honneur avant le mariage. Je voyais tout sur les reçus détaillés, bouteilles de champagne, manucure, masque pour le visage, brunch pour 8. Personne ne m'avait demandé mon avis. Personne ne m'avait même prévenu. La confiance que je portais en moi, comme une vieille couverture chaude et familière, était déchirée, comme si on l'avait lacérée pendant mon sommeil. J'ai ouvert mes emails. Il y en avait 2 nouveaux, le premier du fleuriste. Nous sommes désolés de cette annulation soudaine, mais nous comprenons. Conformément à notre accord, aucun remboursement n'est possible pour une annulation à moins de 48 heures du préavis. Très bien. Le second email venait du manager du groupe. Nous étions à mi-chemin de l'installation lorsque l'annulation est arrivée. C'est extrêmement inhabituel, mais votre message était clair. Nous ne touchons pas à la compte. Très bien aussi. Je n'avais pas fait ça pour un remboursement. C'était pour moi. Pour la femme invisible assise sur la chaise de la cuisine. Pour la mère effacée du moment important de la vie de son fils. Mon estomac gargouillait. Je n'avais rien mangé depuis la veille. L'idée même de nourriture me donnait la nausée. Alors, je me suis levée, j'ai ouvert les lourds rideaux et j'ai regardé le soleil se fondre dans le ciel, d'abord orange, puis rose, puis d'un jaune pâle qui rendait tout irréel. Et puis, je me suis souvenu de quelque chose. Un petit dossier rouge, rangé dans un tiroir de ma commode, chez moi. De vieux papiers, des documents juridiques, des lettres que je n'avais jamais jetées. J'étais irrésistiblement attirée par lui, comme s'il m'avait murmuré à l'oreille tout ce temps. J'ai fait mes valises lentement, j'ai pris une douche, j'ai lavé le parfum et le ressentiment, j'ai séché mes cheveux, j'ai enfilé un jean et une chemise qui sentaient encore légèrement la lessive à la lavande. J'ai quitté l'hôtel sans un mot. Le trajet du retour s'est fait dans le silence. Seulement le bruit des pneus sur la route et le léger grésillement de la radio qui diffusait des chansons que je ne connaissais pas. Le genre de trajet où l'on commence à entendre ses propres pensées, fortes et sans filtre. Il n'a pas parlé de toi. Ils ont tous vu où tu étais assise. Personne n'a rien fait. Quand je suis arrivée chez moi, les roses que j'avais plantées 2 étés auparavant étaient en pleine floraison. Je ne me suis pas arrêtée pour les admirer. Je suis allée directement dans la chambre, j'ai ouvert la commode, j'ai sorti le dossier rouge et je me suis assise sur le lit. Au fond de la pile, sous de vieux papiers d'assurance et quelques photos que je n'avais pas regardées depuis des années, il y avait une lettre. L'enveloppe était jaunie au coin, oblitérée d'Arizona, avec une date écrite de la main de mon défunt mari, l'année de son départ. Je me souvenais l'avoir trouvée des semaines après sa mort. Je ne l'avais pas ouverte alors. Je n'y arrivais pas. C'était comme jeter du sel sur une plaie ouverte, comme l'entendre parler d'outre-tombe alors que je n'étais pas prête à l'écouter. Mais maintenant, j'ai glissé mon doigt sous le rabat. Le papier était fin, son écriture, oblique, m'était familière. Ça commençait simplement. Linda, je sais que tu ne voulais plus jamais avoir de mes nouvelles, mais il faut que je te dise quelque chose. J'ai senti mon pouce accélérer. Mes mains tremblaient légèrement. Je porte un secret depuis des années, et je ne peux pas l'emporter dans la tombe. Tu mérites la vérité. Ryan, il n'est pas biologiquement le tien.
J'ai découvert il y a des années qu'Amanda était enceinte, quand on s'est mis ensemble. J'ai cru pouvoir faire comme s'il était le mien, mais il ne l'est pas. Et aucun de nous ne te l'a jamais dit. J'ai arrêté de lire. La pièce a tourné un instant, puis le calme est revenu. J'ai lu la suite. Des excuses, des regrets, des mots qui ne signifiaient plus rien. Ryan, mon Ryan, était le fruit d'une liaison. L'enfant d'une autre femme, déposé sur le pas de ma porte comme un examen que je ne savais pas passer. Et je l'ai réussi. Dieu me vienne en aide. Je l'ai réussi. Chaque genou écorché, chaque histoire du soir, chaque nuit blanche à lui acheter des baskets et des photos de classe. Je l'ai réussi haut la main. Et pourtant, me voilà, rejeté, remplacé, effacé. Mais maintenant, j'avais une nouvelle clarté, une vérité assez tranchante pour percer des années de silence. Et le sang était fini. Je n'ai pas pleuré. Même assise là, cette lettre tremblant sur mes genoux, son poids plus lourd que tout ce que j'avais jamais tenu, je n'ai pas versé une seule larme. À quoi bon? Les larmes avaient bâti l'enfance de Ryan. Elles avaient payé ses chaussures, ses médicaments contre l'asthme, sa première voiture. Elles avaient rempli mon oreiller après le départ de son père, et de nouveau lorsqu'il avait traversé la scène du lycée, sans jamais se retourner pour me saluer dans la foule. J'avais épuisé mes larmes depuis des années. Ce que je ressentais maintenant était autre chose. Ni chagrin, ni désespoir, mais la lucidité. Je suis allée à la cuisine et me suis versé une tasse de café. Noir, fort. Assise près de la fenêtre, j'ai regardé l'arroseur automatique du voisin arroser la pelouse. C'était un dimanche matin comme les autres, mais je n'étais plus la femme qui avait payé pour le compte de fées des autres et qui, en retour, n'avait reçu qu'une chaise pliante derrière le bol à punch. Je n'étais plus la femme qui allait encaisser ça. Pas ça. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé par appeler le fleuriste. Ma voix était calme et polie. Je les ai remerciés de leur compréhension. J'ai confirmé une nouvelle fois que les arrangements de dimanche ne seraient plus nécessaires. Je n'ai pas donné d'explication. Je ne leur devais rien. Ensuite, j'ai appelé le groupe de musique. Même ton, même silence sur la raison. Puis le service du bar. Bonjour, ici Linda Davis. Oui, c'est bien ça. J'appelle pour annuler le cocktail du brunch post-mariage. Oui. Non, pas de problème. Juste un changement d'avis. Merci. Raccroché. 3 appels, 3 coupures. J'aurais pu en rester là, mais je ne l'ai pas fait car je savais ce qui allait suivre. J'ai éteint mon téléphone, puis je l'ai rallumé 5 minutes plus tard. 38 messages non lus, 3 messages vocaux. Encore Ryan. Maman, où es-tu? Le groupe n'est pas venu. Qu'est-ce qui se passe? La mère de Jessica. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est incroyablement peu professionnel. Les gens posent des questions. Puis Jessica elle-même. Linda, sérieusement. Est-ce parce que tu étais contrariée par le placement des invités? C'est mesquin. On avait une vision. Ne gâche pas tout. Mesquin? Le mot résonnait comme une insulte, comme une marque au fer rouge. Et pourtant, quand je fermais les yeux, je ne voyais plus que son sourire narquois de l'autre côté de la salle de réception, sachant où j'étais, sachant ce qu'elle avait fait, sachant que je n'aurais pas réagi jusqu'à présent. J'ai de nouveau éteint le téléphone. Qu'il s'énerve. Qu'il laisse les questions s'accumuler. Qu'il comprenne que le bar était à sec parce que j'étais la source. Que la musique s'est arrêtée parce que j'ai payé la dernière note. Que les fleurs ne sont jamais arrivées parce que les racines étaient pourries. J'ai nettoyé la cuisine, essuyé les comptoirs, nourri le chat. C'était le plus grand calme que j'ai ressenti depuis des mois. Vers midi, la sonnette a retenti. Je n'ai pas ouvert. Qu'ils frappent. Qu'ils restent assis dans la chaleur de leur propre malaise. Plus tard dans la soirée, j'ai publié une seule photo sur Facebook. Pas du mariage. Pas de moi.
Juste une photo du chèque que j'avais fait. J'ai flouté le numéro de compte, laissé la signature visible, sans légende, sans explication, juste ça, une vérité qu'il ne pouvait nier. Un reçu de sacrifice. Et puis je me suis déconnectée. Pas seulement de Facebook, mais aussi de la culpabilité, du silence, de faire semblant que ce n'était pas une trahison. Je n'avais pas besoin de leurs explications, de leurs tentatives de manipulation, de leurs justifications. Qu'ils se débarrassent de leurs décombres. Je n'allais pas les sauver. Le silence était le premier signe qu'ils étaient pris au dépourvu. Plus de messages, plus d'appels, juste un silence étrange et pesant, comme l'œil d'un cyclone passant au-dessus de ma maison. Je le sentais, la tension, l'attente. Ils ne savaient pas ce que j'allais faire ensuite. Moi non plus, mais ce serait moi. Lundi matin, j'ai préparé du café et je me suis de nouveau assise près de la fenêtre. Sans maquillage, sans boucle d'oreille, juste moi, la journée et le bourdonnement du réfrigérateur en fond sonore. Ryan n'avait pas appelé depuis la veille. Le dernier message vocal était court, sec, sur la défensive. Tu as vraiment fait toute une histoire, maman. Tout le monde parle. Tu nous as mis dans l'embarras. Je ne sais pas ce que tu essayais de prouver, mais tu as franchi la ligne rouge. Je n'ai même pas sourcillé en l'entendant. Parce que voici la vérité que personne n'aime dire à voix haute. On peut tout donner à quelqu'un, son temps, son argent, son amour et se sentir quand même jetable. On peut construire tout son univers et s'entendre dire qu'on n'en fait pas partie. La trahison ne me surprenait plus. Ce qui me surprenait, c'était mon indifférence maintenant que j'avais cessé de mendier son approbation. Ce matin-là, j'ai supprimé son contact de mon téléphone. Juste son nom. Le numéro est resté. Je n'avais pas besoin de l'oublier. Je voulais juste que son nom ne s'affiche plus sur mon écran comme s'il y avait encore sa place. Vers midi, je suis sortie. Supermarché, poste, petite course. La vie a repris son cours. Et dans le rayon boulangerie, de tous les endroits possibles, j'ai aperçu Lisa, ma cousine, venue spécialement pour le mariage. Elle sourit en m'apercevant, mais son sourire était empreint d'hésitation. Linda. Salut. J'acquiesçai. Elle s'approcha et baissa la voix. Ça va? Je croisai son regard. Ça allait? Demandai-je, me regardant rester assise là. Elle rougit. Je n'avais pas compris que c'était fait exprès. Je pensais peut-être à toi. Non, l'interrompis-je doucement. Tu n'as pas réfléchi. C'est tout. Un long silence s'ensuivit. Je suis désolée, dit-elle finalement. C'était mal. J'aurais dû dire quelque chose. J'acquiesçai une fois. Merci. Elle sembla soulagée, comme si ce bref moment de prise de conscience l'avait libérée. Cela ne m'avait pas libérée, mais c'était un début. En rentrant, je trouvai un bouquet sur le perron. Des œillets bon marché, déjà fanés, sans carte. Je ne les rentrai pas. Je les jetai directement à la poubelle. Plus tard dans la soirée, je consultai Facebook. La photo du chèque avait près d'une centaine de commentaires. De vieux amis, des collègues, des voisins, des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Certains étaient perplexes, d'autres indignés, mais la plupart comprenaient. Un commentaire a particulièrement retenu mon attention. Cela m'a brisé le cœur, Linda, et je ne m'étais jamais autant identifiée à quelque chose. Merci de nous avoir montré que nous n'étions pas obligés de nous taire. C'était ça, le début de quelque chose de nouveau. Ni vengeance, ni rancune, le pouvoir reconquis. Qu'ils se défoulent dans les discussions de groupe. Qu'ils inventent leur propre histoire. Je ne répondais pas. Je n'expliquais rien. Je choisissais enfin le silence, non par soumission, mais par contrôle. Et ce silence était mien. Tout a commencé avec le tiroir. Un vieux tiroir grinçant dans la commode de la chambre d'amis, à moitié coincé, nécessitant toujours un petit coup de hanche pour l'ouvrir.
Je ne cherchais rien de précis. Je rangeais simplement les restes d'une vie que j'étais trop fatiguée pour trier. Mais quelque part entre les déclarations d'impôts jaunies et les coupons périmés, je l'ai trouvé. Ce dossier rouge encore, celui-là même que je croyais avoir déjà vidé. Mais glissé dans la pochette, si fine qu'elle aurait pu faire partie de la doublure, se trouvait une deuxième lettre. Pas d'enveloppe cette fois, juste pliée une fois, puis une deuxième fois, écrite à la main. Même écriture inclinée, même nom. La signature de mon ex-mari me fixait comme un fantôme. Thomas, elle était datée de 3 jours avant sa mort. Linda, si tu lis ceci, j'imagine que la première lettre t'est parvenue. Je ne sais pas si tu l'as ouverte. J'espère que oui. Je ne vais pas perdre de temps à m'excuser encore une fois. Je dois te dire quelque chose de plus. Quelque chose que je ne pouvais pas garder pour moi. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Ryan n'était pas simplement le fils de quelqu'un d'autre. Il n'aurait jamais dû être le tien. Quand Amanda l'a déposé devant ma porte, elle ne voulait pas le garder. Elle avait 18 ans. Terrifiée. Elle m'a demandé de le faire adopter. Je n'ai pas pu. Je n'en avais pas le cœur. Je t'ai menti. Je t'ai dit qu'il était à nous. Que c'était une erreur d'avant notre mariage. Tu m'as cru. Tu l'as élevé. Tu l'as aimé comme s'il faisait partie de toi. Mais la vérité, c'est qu'il ne l'était même pas. C'était l'enfant d'un inconnu. Et toi? Tu as fait de lui ton univers malgré tout. Je ne sais pas ce que tu ressentiras en lisant ceci, mais j'espère, mon Dieu, j'espère que tu sais que, quoi que j'ai fait d'autre de mal, j'ai eu raison de te choisir. Tu étais la seule personne assez forte pour être sa mère. Non pas par le sang, mais pour qui tu es. Je suis restée figée. Ces mots pesaient sur ma poitrine comme un rocher. Pas biologiquement mienne, même pas par accident. Choisie par un homme qui nous a abandonnés tous les deux, qui m'a donné un enfant puis est parti comme si c'était une faveur. J'ai eu le souffle coupé pour la première fois depuis des jours. Mes jambes ont flanché. Je me suis assise au bord du lit, le papier toujours à la main. 1000 images ont défilé dans ma tête. La première fois que j'ai bercé Ryan pour l'endormir, ses petits poings serrés contre mon épaule. Son premier mot, camion. La fièvre qui m'a tellement effrayée que j'ai conduit pieds nus à l'hôpital en plein hiver. Le projet d'exposition pour lequel il a passé la nuit à pleurer parce que le volcan ne fonctionnait pas. Son premier vrai chagrin d'amour. Son rire quand il a appris qu'il était admis à l'université. Chaque instant que je croyais nous appartenir. J'avais bâti ma vie autour de ce garçon. J'avais façonné mon identité autour de mon rôle de mère. Et maintenant, je devais accepter quelque chose qu'aucune femme ne devrait jamais avoir à subir. Il ne m'avait jamais vraiment vu ainsi. Il aimait ce que je lui apportais. Pas qui j'étais. Pas vraiment. S'il l'avait fait, il ne l'aurait jamais laissé me mettre dans cette cuisine. Il ne serait jamais resté silencieux. Il ne les aurait jamais laissés m'effacer. J'ai posé la lettre sur le lit, je l'ai lissée dans ma paume. Ce n'était plus une trahison. C'était la liberté. Pendant 62 ans, j'avais vécu une version de moi-même qui n'existait que pour servir les autres. Épouse, mère, soutien de famille, fantôme. Mais maintenant, face à cette vérité qui me fixait, écrite à l'encre délavée par le temps, je voyais quelque chose de nouveau. J'avais un pouvoir insoupçonné, car j'aimais profondément quelqu'un qui ne m'avait jamais appartenu. Et je ne me suis jamais laissé arrêter. Parce que j'ai choisi de rester quand les autres ont fui. Parce que j'ai fondé une famille, même sans lien de sang. Et je pouvais choisir à nouveau. Dès maintenant. J'ai laissé la lettre ouverte sur la table de la cuisine. Je ne l'ai pas cachée. Je ne l'ai pas enfermée. Je l'ai simplement laissée là, évident, comme une vérité que je n'avais plus besoin de me protéger. J'ai parcouru la maison comme si je la voyais pour la première fois. Les murs beiges, les photos jaunies de la remise des diplômes de Ryan, la bosse sur l'encadrement de la porte, souvenir de sa chute à vélo en essayant d'entrer.
Avant, je souriais à cette bosse. Maintenant, je la fixais, muette. Cette maison était un musée des sacrifices. De toutes les façons dont je m'étais effacée pour le préserver, le vieux fauteuil où je l'avais allaité. La trousse de couture avec laquelle je raccommodais ses pantalons. Le garde-manger encore plein de ses céréales préférées, Léoné Cluster. Même si j'avais cessé de les aimer il y a des années. Tout m'a frappé d'un coup. Je ne savais plus quelles étaient mes céréales préférées. Je ne savais plus quel était le dernier livre que j'avais lu, à part un guide parental ou un ouvrage de la liste de lecture obligatoire de l'hôpital. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais dépensé de l'argent pour quelque chose rien que pour moi. J'avais tellement vécu comme sa mère que j'avais oublié comment être une femme, une personne. Je me suis versé un verre d'eau et me suis assise sur le canapé. Le silence dans la maison avait changé. Il n'était plus pesant. Il était authentique. Mon téléphone vibra sur la table de chevet. Ryan, encore. Un long message cette fois. Un ton différent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai repensé à tout. Jessica a dit qu'elle ne voulait pas te blesser. Je suis désolée si tu t'es senti exclu. Si je me suis senti ainsi, ce n'est pas parce que tu m'as exclu, ni parce que tu m'as abandonné. Si je me suis senti ainsi, c'était toujours à cause de son point de vue, de son confort, de son refus d'assumer ses responsabilités. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris la télécommande et allumé la télévision. Le bourdonnement d'une émission culinaire emplissait la pièce, calme et régulier. Mes yeux se sont de nouveau posés sur la lettre. Il n'était pas de moi. Ni biologiquement, ni légalement, mais j'avais été sienne jusqu'à ce qu'il me fasse clairement comprendre que je ne faisais plus partie de la famille qu'il était en train de construire. La douleur qui me rongeait n'était plus pour lui. Elle était pour la version de moi-même que j'avais abandonnée pour élever un enfant qui ne s'était jamais retourné pour me demander « Ça va, maman ?» Toutes ces années, tous ces anniversaires que j'avais rendus inoubliables. Tous ces matins de Noël passés à emballer des cadeaux bon marché avec de jolis rubans. Tous ces jours où l'on pouvait dire « Va t'asseoir, je fais la vaisselle », que je n'ai jamais eu, car personne ne me l'a jamais proposé. J'avais été sa musique de fond, son filet de sécurité, son silence rassurant. Mais c'était fini. Ce soir-là, j'ai décroché toutes les photos encadrées de nous deux, non par colère, non par dépit, mais parce qu'il était temps de cesser de vivre dans un sanctuaire dédié à une maternité qui exigeait ma disparition. Je les ai soigneusement rangées dans des cartons, j'ai enveloppé les photos en verre dans de vieilles serviettes, j'ai étiqueté le carton. Des souvenirs, pas des obligations. J'ai préparé un dîner rien que pour moi. Une recette vue une fois dans une émission de voyage. Des pâtes au beurre citronné avec des tomates cerises rôties et de l'ail. Pas de nuggets de poulet, pas de macaroni au fromage, juste ce dont j'avais envie. J'ai allumé une bougie en mangeant. J'ai mis une douce musique jazz. J'ai dressé la table pour une personne. C'était calme, mais pas vide. C'était le son de la reconquête de quelque chose que j'avais moi-même perdu sans m'en rendre compte. La liste des invités a commencé dans le silence. Pas de stylo à paillettes, pas de dorure, juste un bloc-notes jaune ligné et le crissement de ma plume dessus. J'ai écrit les noms un par un. Non pas les gens que je devais inviter, mais ceux que je voulais inviter. Sharon, mon ancienne amie de l'hôpital qui glissait discrètement du café dans mon casier quand je faisais des doubles gardes. Monsieur Parker, mon voisin qui déneigeait toujours mon allée avant que je puisse sortir. Rita, de la librairie où je vais tous les dimanches, qui me demande toujours comment s'est passée ma semaine et qui m'écoute vraiment. L'infirmière Karen, qui avait un jour fait des heures supplémentaires le jour de son anniversaire pour me remplacer. Personne ne partageait mon sang. Mais chacun d'eux m'avait fait me sentir vue comme mon propre fils ne l'avait jamais fait. Et c'était là le nouveau thème. Des gens qui me voyaient vraiment. Ce n'était pas un mariage, ce n'était pas une fête, juste un dîner chez moi, avec mes plats, à ma table. Pas de chaise pliante, pas de cuisine d'appoint.
J'ai passé les jours suivants à tout préparer. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais par envie. Pour la première fois depuis des années, je ne préparais rien pour quelqu'un d'autre. Il ne s'agissait pas de Ryan. Ni de rédemption. Ni de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de me faire plaisir. Je suis allée au marché et j'ai choisi moi-même les ingrédients. Basilic frais, ail, tomates anciennes. Pas un seul plateau d'apéritif surgelé en vue. J'ai même acheté une nouvelle nappe, bleue à tournesol. Elle me rappelait ce que j'aurais aimé avoir à 20 ans, avant que les responsabilités ne s'accumulent comme des briques autour de ma vie. Le matin du dîner, je me suis levée tôt et j'ai mis de la musique en cuisinant. Van Morrison, Stevie Nicks, Norah Jones. Ma maison embaumait l'ail, l'huile d'olive et le zeste de citron. Une odeur de chaleur, d'effort, de chez soi. La première invitée est arrivée juste avant 6 heures. Sharon, avec une bouteille de rouge et un immense sourire. Tu étais magnifique, Linda. Je l'étais. Cheveux doux, grisonnants aux tempes, mais lâchés et assurés. Un chemisier en lin qui me donnait une sensation de fraîcheur. Pas de sous-vêtements gainants. Pas de larmes de mascara prêtes à couler. Juste moi. Ils sont arrivés ensuite. 6 invités. Des rires à la porte. Des étreintes qui s'éternisaient. Du vin servi sans prévenir. Nous avons mangé à la table où j'avais l'habitude de plier le linge et d'aider Ryan avec ses devoirs de maths. Maintenant, elle était pleine d'assiettes qui passaient, de fourchettes qui s'entrechoquaient, de serviettes sur lesquelles on s'essuyait la bouche en riant. J'ai ri aussi. Vraiment ri. Quelqu'un a évoqué des premiers rendez-vous ratés. Quelqu'un d'autre a avoué voler un stylo à la banque chaque semaine par dépit. Et quelque part entre le dessert et le deuxième plat, ça m'a frappé. C'était ma famille. Pas celle qu'on nous imposait par le sang, mais celle qu'on nous choisissait, intentionnellement, sincèrement. Je ne me sentais pas oubliée. Je ne me sentais pas contrôlée. Je ne me sentais pas insignifiante. Je me sentais présente. Vers la fin de la soirée, assise sous les guirlandes lumineuses que j'avais installées sur la véranda, Sharon leva son verre. À Linda, dit-elle, pour être le genre de femme qui nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour prendre sa place à la tête de sa propre table. Tout le monde trinqua. Je ris doucement, et chaque mot que je prononçais en levant mon verre à mon tour, en disant « Enfin, je suis reconnue ». On frappa à la porte peu après midi. Pas fort, pas urgent, mais régulier, comme s'il savait que j'étais rentrée et qu'il ne partirait pas avant que j'ouvre. Je restai pieds nus dans le couloir, observant sa silhouette à travers la vitre dépolie. Ryan. Une semaine s'était écoulée depuis le mariage. 7 jours de silence de ma part. 7 jours de deuil pour lui. J'ouvris lentement la porte. Il avait l'air le même, mais pas vraiment. Le costume avait disparu. L'éclat aussi. Il portait un t-shirt froissé, et avait des cernes sous les yeux. Ses lèvres se pincèrent en me voyant, comme s'il avait répété 10 façons différentes d'entamer cette conversation et les avait toutes oubliées d'un coup. « Salut, maman !» Je ne répondis pas. Je m'écartai pour le laisser entrer. Il hésita, puis passa devant moi. La maison était propre et silencieuse. La lumière du soleil inondait le salon. Sur la cheminée, les photos avaient disparu. Toutes celles où il apparaissait. Il le remarqua. Son regard se porta sur les espaces vides. Où sont les photos? J'ignorais sa question. Assieds-toi, dis-je d'un ton calme et neutre. Il obéit et s'enfonça dans le fauteuil en face de moi. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Finalement, il soupira et passa une main dans ses cheveux. Je ne suis pas venu pour me disputer. J'acquiesçai. Bien. Il secoua la tête. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tout allait bien et l'instant d'après, tu annules tout, tu publies des chèques sur Facebook. Ça m'a blessé. Il ne me demanda pas comment je me sentais. Il n'a pas présenté ses excuses.
Il voulait une explication. Je me suis levée, je suis allée au placard du couloir et j'en ai sorti une boîte, que j'ai délicatement posée sur la table basse entre nous. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. Des reçus, ai-je répondu. Tous ceux des 12 derniers mois. Les acomptes pour la salle, les essayages de la robe, les arts pour le traiteur. J'ai même payé la piste de danse supplémentaire que tu voulais. Tu te souviens? Son regard a parcouru les papiers sans les toucher. Puis j'ai sorti le document suivant. Une lettre écrite de la main de son père. Inimitable. Je n'ai rien dit pendant qu'il lisait. J'ai observé son visage. D'abord de la confusion, puis la reconnaissance, puis l'incrédulité qui s'est lentement installée. Il a levé les yeux, la voix brisée. Tu savais? Maintenant oui, ai-je dit. Il a dégluti difficilement. Alors, tu es en colère parce que je ne le suis pas. Je ne suis pas en colère parce que tu n'es pas mon fils biologique, ai-je dit en l'interrompant. Je suis en colère parce que je t'ai élevé, Ryan. Je t'ai tout donné. Et quand est venu le moment de m'honorer, de te lever et de dire « C'est cette femme qui m'a façonné », tu t'es assis. Il baissa les yeux, silencieux. Tu les as laissés me pousser dans la cuisine, poursuivis-je. Ma voix ne tremblait pas. Tu les as regardés m'humilier et tu n'as rien dit. C'est ça qui m'a brisé. Pas ton ADN, pas l'argent. Il finit par parler, à peine audible. Je ne pensais pas que ça aurait d'importance, dit Jessica. Elle disait que ce serait mieux pour les photos, pour le rendu. Je ne pensais pas que tu serais blessé. Je ris froidement, brièvement. Tu n'y as pas vraiment réfléchi. Je me levai, allai vers la cheminée et pris un des cadres vides. Il contenait une photo de ta remise de diplôme de maternelle. Tu avais une dent en moins et une tache de feutre sur ta chemise. Tu as couru hors de la scène droit dans mes bras. Je la posai face contre table. J'en ai fini de m'accrocher à des versions de toi qui n'existent plus. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. Maman, non, dis-je fermement. Je ne suis plus ton décor. Je ne suis pas ta banque. Je ne suis pas ton dernier recours. Il baissa les yeux, la mâchoire serrée. Il hocha lentement la tête. Je suis désolé, murmura-t-il. Trop peu. Trop tard. Je pris la boîte, refermai le couvercle et la lui tendis. C'est à toi maintenant. Prends-les. Chaque reçu, chaque document, chaque souvenir de ce que tu as choisi d'ignorer. Il hésita, puis prit la boîte, et je l'accompagnai jusqu'à la porte. Il s'arrêta sur le seuil, me regarda comme s'il cherchait une faille, une douceur, un signe que la porte pourrait s'ouvrir à nouveau plus tard, mais elle ne le fit pas. Tu as toujours dit que j'étais ton univers, dit-il doucement. Tu l'étais, répondis-je. Et maintenant, je suis enfin à moi. Puis je fermai la porte. La maison résonnait de rire. De vrais rires. Ceux qui vous emplissent la poitrine et font plisser les yeux sans même que vous vous en rendiez compte. Ceux qui résonnent entre les murs et vous rappellent que vous êtes vivant. Un parfum d'ail et de romarin flottait dans l'air. La table était dressée avec soin. Nappe bleue et jaune tournesol. Assiette dépareillée. Serviette en tissu plié en éventail. J'avais placé une bougie au centre, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais simplement parce que j'aimais la façon dont la flamme faisait briller l'argenterie. Mes invités étaient réunis au salon, sirotant du vin et échangeant des anecdotes. Monsieur Parker, dans un coin, racontait comment il s'était un jour enfermé dehors en sous-vêtements. Tout le monde riait aux éclats. Sharon avait les larmes aux yeux à force de rire. Et moi? J'étais debout dans la cuisine, pieds nus, un verre de vin à la main, souriante, n'attendant pas qu'on m'appelle, n'étant pas cachée derrière une porte, n'étant pas oubliée. J'étais l'hôtesse. J'étais présente. On me voyait. J'ai dressé le dernier plat, des légumes rôtis au thym et au sel de mer, et je l'ai apporté. Au moment où je le posais sur la table, quelqu'un a applaudi. La chef Linda frappe encore,
a dit Sharon avec un sourire. Nous nous sommes assis, nous nous sommes passés les bols, nous avons resservi du vin. Entre la deuxième portion et la dernière bouchée de pain de maïs, Sharon leva de nouveau son verre. Je pense qu'on devrait trinquer, dit-elle. Tout le monde acquiesça. À quoi? Demanda Rita. Sharon se tourna vers moi. À se choisir soi-même, dit-elle, et à savoir s'arrêter de donner à ceux qui ne savent que prendre. Chacun leva son verre. Et je levai enfin le mien aussi. Je me levai. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix ne vacillait pas. Je regardais chaque visage autour de cette table, des personnes qui n'étaient liées à moi ni par obligation ni par le sang, mais par choix, par amour, par respect. Et je dis, aux mères qui étaient restées silencieuses trop longtemps, aux femmes qui avaient tout donné et à qui l'on avait dit que ce n'était toujours pas assez. À celles à qui l'on avait demandé de rester assises à la cuisine après avoir construit toute la maison. Ceci est pour nous. Puissions-nous ne plus jamais nous asseoir, sauf à la place d'honneur de notre propre table. Les verres tintèrent, quelqu'un applaudit, et je m'assis. Pas au fond, pas hors de vue, pas en exil, mais à ma place, sur ma chaise. Ryan n'a plus jamais rappelé. Je n'en avais pas besoin. Les personnes importantes étaient déjà là. Le lendemain matin, je me suis réveillée au chant des oiseaux et à la lumière du soleil qui inondait ma chambre. Aucun regret, aucune oppression, juste la paix. J'ai préparé du café et me suis installée sur la véranda, mon peignoir flottant doucement dans la brise. J'ai contemplé mon jardin, des roses épanouies, sauvages et éclatantes. Je n'étais plus un simple décor. J'étais l'héroïne de ma propre vie. Et enfin, c'était suffisant. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.